Ma femme a appelé, étouffée, incapable d'e parler, je vais rentrer tard, encore des heures SUP. J'ai répondu, ne t'en fais pas, t'es famille t'e vois travailler et faire tes heures SUP et quand elle s'en est rendue compte, il était déjà bien trop tard. Quand elle m'a dit qu'elle faisait des heures sup, je n'imaginais pas que c'était ma vie qui allait prendre du retard. Je croyais savoir à quoi ressemblait l'infidélité. Je pensais la reconnaître. L'odeur d'un autre parfum, des regards nerveux, un besoin soudain d'intimité. Je croyais que si cela m'arrivait un jour, je la verrais venir. Je me trompais. Je m'appelle Ryan, et pendant 5 ans, j'ai cru avoir le genre de mariage que les gens envient. Jessica et moi n'étions pas parfaits, mais nous étions solides. Nous étions partenaires. Je travaillais dans la logistique, gérant des chaînes d'approvisionnement pour un distributeur de taille moyenne. Elle était dans le marketing, faisant carrière dans une entreprise de technologie en centre-ville. Nous avions des projets, des enfants, un jour, peut-être une plus grande maison, des vacances dans des endroits que nous ne voyions que dans les magazines. Nous construisions quelque chose du moins, c'est ce que je croyais. La première fissure est apparue il y a environ 6 mois, bien que je ne l'ai pas reconnue comme telle à l'époque. Jessica a commencé à travailler tard. Pas de temps en temps, mais tout le temps. Les lundis soirs sont devenus mardis soirs, puis des semaines entières où je dînais seul, dormais seul et me réveillais pour trouver son côté du lit toujours fait, parce qu'elle avait dormi sur le canapé du bureau. Ou du moins, c'est ce qu'elle disait. Le message arrivait vers 19h, gros projet, chérie. Ne m'attends pas. Une autre nuit, un autre message, le patron a besoin que ce soit prêt pour demain matin. Les heures sup sont bien payées, c'est pour notre avenir. Pour notre avenir. Je m'accrochais à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Car si c'était pour nous, alors la distance n'avait pas d'importance, n'est-ce pas? Les dîners manqués, les projets de week-end annulés, le fait que nous n'ayons pas été intimes depuis plus d'1 mois. Tout était justifié si cela signifiait que nous construisions quelque chose de meilleur. Mais d'autres changements ont commencé. Subtils, au début. Elle a commencé à s'habiller différemment pour le travail. Des blazers plus structurés, des jupes plus cintrées, des talons que je ne lui avais jamais vus. Maintenant, elle se maquillait pour aller au bureau. Pas seulement du rouge à lèvres, mais tout, du contouring sur les pommettes, du smokey eye, ce fond de teint lumineux qui donnait à sa peau un aspect lisse. Et du parfum. Pas le parfum floral léger qu'elle portait d'habitude, mais quelque chose de plus intense, de plus séduisant, quelque chose qui restait en suspens dans l'air. Quand j'ai interrogé, elle a ri et a détourné la conversation. Je représente l'entreprise dans des réunions avec des clients maintenant, a-t-elle expliqué avec un geste nonchalant. Il faut que je paraisse professionnel. Professionnel, hein? La sécheresse sur le plan de l'intimité a continué. Quand j'essayais d'initier quelque chose ou une main à la taille dans la cuisine, un baiser qui durait plus longtemps que d'habitude, elle se dérobait avec des excuses. Je suis épuisé, Ryan, disait-elle en détournant la tête. J'ai une réunion tôt demain, murmurait-elle une autre fois. On peut juste se faire un câlin ce soir, suggérait-elle doucement. Sauf qu'on ne se faisait pas de câlin. Elle me tournait le dos, son téléphone brillant sous la couette tandis qu'elle tapotait des messages qu'elle ne me montrait jamais. J'ai commencé à remarquer de plus en plus cette histoire de téléphone. Elle souriait à des messages qu'elle ne me laissait pas voir. Elle prenait des appels dans une autre pièce, sa voix tombant à un murmure que je ne pouvais pas distinguer. Et quand j'entrais, elle mettait fin brusquement à la conversation. Il faut que j'y aille. On se parle plus tard, disait-elle rapidement au téléphone. Puis elle me regardait avec ce même sourire, ouvert, lumineux, complètement faux, et ajoutait, des trucs de boulot. Je n'étais pas idiot. J'avais déjà entendu des histoires. Je connaissais les signes. Bon sang, j'avais vu assez de films pour reconnaître un conjoint infidèle quand j'en voyais un. Mais la confronter, c'était comme admettre la défaite. Comme si, au moment où je l'accuserais, je l'aurais déjà perdu. Alors je suis resté silencieux. J'ai observé, j'ai attendu, et je me suis détesté pour ça. Un soir, après qu'elle soit partie pour un autre projet jusqu'à tard, je suis resté assis dans le noir du salon et j'ai pris une décision. Je n'allais pas lui demander si elle me trompait. Je n'allais pas implorer la vérité ni supplier pour de l'honnêteté. J'allais le découvrir par moi-même. Et si elle mentait, si elle me trompait, je ne partirais pas simplement. Je ferais en sorte qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait détruit.
J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai cherché des traceurs GPS. J'en ai trouvé un avec de bonnes évaluations, discret avec son montage magnétique, un suivi en temps réel, livraison en 2 jours. Je l'ai acheté sans hésiter. Sans larmes, sans drame, juste une détermination froide et calculée. Le colis arriverait jeudi. Le traceur est arrivé dans un carton marron simple jeudi après-midi, exactement comme promis. Petit, noir, à peu près de la taille d'une boîte d'allumettes, avec un aimant puissant d'un côté. Je l'ai tenu dans la paume de ma main pendant le déjeuner, testant son poids, imaginant où je le placerais. Sous la voiture, près de la roue de secours arrière, quelque part où elle ne penserait jamais à chercher. Ce soir-là, alors que Jessica était sous la douche, se préparant pour une autre soirée d'heures supplémentaires, je suis sorti. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans notre garage. Mes mains étaient fermes alors que je m'accroupissais à côté de sa berline et pressais fortement le traceur contre le dessous de la voiture. Il s'est fixé en place avec un léger clic. Je me suis relevé, me suis essuyé les mains et suis rentré à l'intérieur comme si de rien n'était. Elle est partie à 18h40, m'a embrassé sur la joue. Léger, automatique, le genre de baiser qu'on donne à un colocataire. Ne m'attends pas, chérie, dit-elle en attrapant son sac. Ce sera une longue nuit. Je lui ai souri en retour. Bonne chance. Je te garderai un peu de dîner. Au moment où sa voiture a disparu au coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de suivi. Un petit point bleu est apparu sur la carte, se déplaçant à travers notre quartier. Je l'ai regardé parcourir les rues en direction du centre-ville, où se trouvait son bureau. Un instant, je me suis senti idiot, paranoïaque. Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'elle travaillait vraiment tard. Puis le point a tourné à gauche au lieu de tourner à droite, s'éloignant du bureau et se dirigeant vers la banlieue. Mon estomac s'est retourné. J'ai attendu 10 minutes. Le point a arrêté de bouger, garé dans une rue résidentielle que je ne reconnaissais pas. J'ai attrapé mes clés et je suis parti en voiture. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, mais mes mains ne tremblaient pas. Ma vision était concentrée comme un tunnel. Je devais voir ça. Je devais savoir. 15 minutes plus tard, j'ai tourné dans la rue où sa voiture était garée. Une maison de plain-pied ordinaire, pelouse bien entretenue, lumière du porche allumée, tout était normal. Sauf que rien dans cette situation n'était normal. Je me suis garé un pâté de maisons plus loin et j'ai continué à pied, restant dans l'ombre. Les stores de la fenêtre avant étaient entr'ouverts, juste assez. Les lumières à l'intérieur étaient chaudes, dorées. Je me suis approché, le souffle court, le pouls martelant dans mes oreilles. Et puis je les ai vus. Jessica dans la chambre avec un homme. Elle était sur lui, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules, la tête rejetée en arrière d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois, peut-être plus. L'homme sous elle était plus âgé, la quarantaine environ, en forme, avec des mèches grisonnantes aux tempes. Je l'ai reconnu. Je l'avais déjà vu une fois lorsque j'étais allé chercher Jessica au travail, son manager, le type qu'elle avait mentionné en passant. Oh, Dave, avait-elle dit ce jour-là, naturellement. L'île est inoffensif. Juste mon patron. Inoffensif. Je suis resté là, paralysé, les observant par la fenêtre comme s'ils étaient à l'écran d'une télévision. Comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Des vêtements éparpillés au sol, ses mains sur sa taille, sa bouche sur la sienne. La façon dont elle bougeait urgente, désespérée, vivante. Je ne pouvais pas détourner le regard. Je ne pouvais pas respirer. Mon premier réflexe a été d'enfoncer la porte, de le traîner dehors par le cou et de le faire saigner. De crier après elle, d'exiger des réponses, de tout détruire sur place. Mais quelque chose m'a arrêté. Une voix dans ma tête, basse, mais ferme. Non. Pas encore. Si tu fais ça maintenant, tu perds. Tu deviens le méchant. Tu te fais arrêter. Elle joue la victime. Réfléchis. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Mes jambes ne semblaient pas être les miennes. Je me suis assis sur le siège du conducteur, les mains serrant le volant, et j'ai simplement respiré. Inspiré, expiré. Inspiré, expiré. Ma poitrine était serrée. Ma vision s'est brouillée, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes.
J'ai commencé à taper. Des preuves, une chronologie, des noms, des dates, des lieux. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'un avantage. Et plus que tout, j'avais besoin qu'elle ressente exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Pas seulement de la culpabilité, pas seulement des regrets et de l'humiliation. Une humiliation publique et irréversible. Je suis rentré à la maison, j'ai servi 3 doigts de whisky et je me suis assis devant mon ordinateur portable. J'ai recherché des plateformes de diffusion en direct, des logiciels d'enregistrement d'écran, des configurations de groupe WhatsApp, du stockage en cloud pour les preuves vidéo. Je n'en avais pas terminé. Je ne faisais que commencer. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. J'ai souri à Jessica au petit déjeuner. J'ai demandé comment c'était sa journée. Je lui ai donné un baiser d'adieu comme si rien n'avait changé et elle y a cru. Chaque mensonge, avalé sans broncher. Pourquoi n'y aurait-elle pas cru? Je jouais le rôle du mari ignorant à la perfection. Mais derrière le masque, je construisais un dossier qui aurait fait pleurer de jalousie n'importe quel procureur. Toutes les nuits où elle partait pour les beurres sup, je la traçais. La même maison, la même plage horaire, généralement entre 19h et 22h. J'ai tout documenté. Des captures d'écran des données GPS avec horodatage, croisées avec son agenda professionnel, synchronisées sur notre compte Google partagé. Erreur de débutant. J'ai même installé une application de caméra espion sur une vieille tablette, je l'ai calée sur le tableau de bord de ma voiture et j'ai enregistré des vidéos de sa voiture arrivant à la maison, d'elle entrant et y restant pendant des heures. Irréfutable. Je suis également allé sur le site de son entreprise et j'ai confirmé que le manager, Dave Richardson, était répertorié comme directeur marketing senior, marié, 2 enfants. Son LinkedIn affichait des photos de famille. Sa femme, Jennifer, blonde et souriante, tenant leur fille sur une plage ensoleillée. Je me suis demandé si Jennifer était au courant. Je me suis demandé si elle me remercierait plus tard. Mais la documentation ne suffisait pas. Je ne voulais pas seulement des preuves. Je voulais de l'impact. Je voulais que les personnes auxquelles elle tenait et les personnes qui pensaient qu'elle était une fille bien, qui croyaient qu'elle était incapable de se tromper voient exactement qui elle était, en soient témoins en temps réel. Sans version contradictoire, sans excuses, rien que la vérité brute et incontestable. La famille de Jessica était très soudée. Ses parents, Linda et Robert, étaient des catholiques traditionnels, du genre à aller encore à la messe le dimanche et à croire en la sainteté du mariage. Sa sœur cadette, Emily, l'idolâtrait. Son frère aîné, Henry, était protecteur, du genre à frapper avant de poser des questions. Ils pensaient tous que j'avais de la chance de l'avoir, que j'avais gagné le gros lot en épousant leur fille parfaite. J'étais sur le point de briser cette illusion. J'ai créé un groupe WhatsApp, mais je n'avais pas encore envoyé les invitations. Le titre était Urgence familiale, suffisamment vague pour attirer l'attention immédiatement. J'y ai ajouté Linda, Robert, Henry, et Emily, les 2 cousins les plus proches de Jessica, même sa tante préférée. En tout, 14 personnes. J'ai rédigé le message. Il faut que tout le monde voie ça. Désolé, mais c'est la vérité. Je n'ai pas appuyé sur envoyer. Pas encore. J'attendais le moment parfait. J'ai aussi testé des plateformes de diffusion en direct. J'ai créé un compte temporaire, j'ai diffusé ma propre salle de séjour pour m'assurer que la qualité vidéo était bonne, que l'audio fonctionnait, que le lien se générait instantanément. J'ai répété le timing. Lancer le stream, créer le groupe, envoyer le lien, attendre. J'ai même écrit des réponses possibles. Si quelqu'un m'écrivait pendant la diffusion, je resterais concis, calme, factuel. Je dirais simplement, regardez la vidéo. Vous comprendrez. Pas d'émotion, pas d'hystérie, juste la vérité crue et dure. La dernière pièce du puzzle, c'était le timing. Je ne pouvais pas faire ça un mardi quelconque. Il fallait que ce soit une soirée où Jessica se sentirait en sécurité. Quand elle penserait que je ne savais rien, quand elle baisserait complètement sa garde. Alors, j'ai attendu. J'ai observé ses habitudes. Et finalement, l'opportunité s'est présentée. Vendredi soir, 3 semaines après ma découverte, elle m'a dit qu'elle avait un projet à terminer et qu'elle ne rentrerait pas avant 23h. Elle s'est même excusée. Je suis désolé, chérie, a-t-elle dit en touchant doucement mon bras. Je sais que ça fait beaucoup en ce moment. Je te promets que ça va bientôt se calmer.
Je lui ai souri en retour. C'est bon. Je serai là quand tu rentreras. Elle m'a embrassé, un autre geste vide, sans signification, et elle est partie à 18h30. J'ai attendu 20 minutes pour être sûr qu'elle soit bien installée dans la maison de Dev. Puis j'ai pris mon téléphone, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Je me suis garé dans la rue en contrebas de chez Dev, assez proche pour voir la fenêtre de la chambre, mais assez loin pour rester caché. Les lumières étaient allumées, les stores à moitié ouverts, comme les autres fois. J'ai ouvert l'application de diffusion en direct, pointé mon téléphone vers la fenêtre et ajusté le zoom. Maintenant, je les voyais clairement. Jessica, Dev, s'embrassant, se déshabillant, bougeant ensemble dans ce rythme familier et écœurant. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai appuyé sur redémarrer le direct. 20h47, c'est l'heure du spectacle. Le flux vidéo était granuleux, mais suffisamment clair. La caméra capturait parfaitement la fenêtre de la chambre. Deux silhouettes contre la lumière chaude, leurs mouvements indéniables. J'ai légèrement ajusté le zoom, cadrant leur visage pour une meilleure netteté. Jessica, Dev s'embrassant, ses mains dans ses cheveux, les siennes sur sa taille, glissant sous son chemisier. L'audio n'était pas parfait, mais il captait suffisamment. Des rires étouffés, le grincement du lit, un gémissement sourd qui m'a donné la nausée. J'ai regardé l'écran un instant, mon doigt planant au-dessus de l'icône WhatsApp. C'était ça. Le point de non-retour. Une fois que j'enverrais ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas d'explication possible. Pas de contrôle des dégâts. D'accord. J'ai ouvert WhatsApp, créé le groupe et ajouté tous les contacts que j'avais préparés. Linda, Robert, Henri, Émilie, les cousins, la tante. 14 personnes en tout. J'ai tapé le message. Il faut que tout le monde voie ça. Désolé, mais c'est la vérité. J'ai collé le lien du direct. J'ai appuyé sur envoyer. 20h51. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Puis le groupe a explosé. Le message d'Émilie est apparu en premier. Et c'est quoi ça? Le message de Linda a suivi presque aussitôt. Ryan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Puis Henri, c'est Jessica? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les messages inonder le groupe, les uns après les autres, de plus en plus vite. Le message de Robert était en majuscule, arrêtez Cécédia. Arrêtez tout de suite. La tante Carole a tapé rapidement, mon Dieu. Mon Dieu. C'est vrai? La cousine Sarah a répondu, je vais vomir. Les messages sont devenus frénétiques. Des questions, des dénis, de la rage, de l'horreur. Linda appelait Jessica. Henri appelait Jessica. Émilie m'appelait, moi. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans ma main, alors je l'ai mis en silencieux. J'ai gardé le direct en ligne. À l'écran, le téléphone de Jessica s'est illuminé sur la table de nuit. Une fois, deux fois, trois fois. Au début, elle l'a ignoré, trop absorbée par le moment pour s'en soucier, mais les appels n'arrêtaient pas vibration sur vibration. Elle s'est arrêtée, déconcertée, et a attrapé son téléphone. Je l'observais par la fenêtre et, en même temps, je voyais les réactions déferler dans le groupe de messages tandis que son monde s'effondrait. Elle a déverrouillé son téléphone. Son visage est devenu blanc, complètement, totalement blanc. Elle s'est assise brusquement, tirant la couverture sur elle, fixant l'écran comme s'il venait de lui remettre une sentence de mort. Dave lui demandait ce qui n'allait pas, sa voix étouffée à travers la vitre. Elle n'a pas répondu. Elle a continué à scroller, à lire, la bouche ouverte, les mains tremblantes. Le groupe de messages était maintenant un champ de bataille. Henri a écrit, furieux, où diable es-tu en ce moment? Le message de Robert était glacial, tu as couvert cette famille de honte. Le message de Linda est venu en majuscule, comment as-tu pu faire Cécédia à Rian? Le texto d'Émilie était désespéré, Jess, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. S'il te plaît. Jessica a finalement décroché l'appel d'Émilie. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je la voyais marcher de long en large, gesticulant frénétiquement, une main plaquée sur son front. Dave était déjà en train de s'habiller, paniquée, posant des questions auxquelles elle ne répondait pas. Elle secouait la tête sans cesse, les larmes ruisselant sur son visage. Les messages continuaient à affluer. Le cousin de Jessica, Marc, a écrit « Tu as toujours fait la supérieure.
Maintenant on sait qui tu es vraiment. La tante Carole a ajouté, je n'arrive pas à croire que je t'ai défendu. Ça me rend malade. Linda a envoyé un autre message, mon cœur est brisé. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu jeter un homme bien comme Ryan? Le dernier message de Robert a été brutal, ne reviens pas à la maison. Tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. Jessica était maintenant secouée de sanglots, tout son corps tremblant de douleur. Dave essayait de la calmer, mais elle l'a repoussé. Elle a ramassé ses vêtements par terre, les a enfilés avec des mains tremblantes, son téléphone toujours serré dans son poing. J'ai arrêté le direct à 21h14. 23 minutes d'enregistrement, plus que suffisant. J'ai fait des captures d'écran du chat du groupe, qui comptait maintenant plus de 200 messages, la plupart la condamnant, certains l'insultant, d'autres de Linda disant simplement « Mon cœur est brisé ». J'ai tout sauvegardé sur le cloud. Puis, je suis rentré à la maison. Je n'ai pas accéléré. Je n'ai pas mis de musique forte. J'ai juste conduit. Les mains fermes sur le volant, la mâchoire serrée, mon esprit étrangement calme. Quand je me suis garé dans l'allée, j'avais 47 appels manqués sur mon téléphone. Je les ai tous ignorés. Je suis entré dans la maison, j'ai verrouillé la porte et j'ai commencé à emballer les affaires de Jessica. Vêtements, chaussures, produits de toilette, maquillage. Tout est allé dans des sacs poubelles noirs. J'ai travaillé méticuleusement, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. J'ai traîné les sacs dans le jardin, 7 au total, et je les ai laissés là, empilés soigneusement. Puis, j'ai changé les serrures. Cela a pris 40 minutes. Quand j'ai terminé, il était 22h03. À 22h41, la voiture de Jessica est entrée dans l'allée. Je l'ai observée par la fenêtre. Elle est descendue lentement, comme si elle se mouvait dans l'eau, et s'est arrêtée net en voyant les sacs. Elle est restée là, immobile, à les regarder, le visage blême sous la lumière du lampadaire. Puis, elle s'est approchée de la porte et a essayé sa clé. Ça n'a pas fonctionné. Elle a réessayé. Rien. Elle a commencé à frapper à la porte. Ryan, Ryan, ouvre la porte. Laisse-moi t'expliquer, a-t-elle crié, la voix brisée. Je n'ai pas bougé. S'il te plaît, a-t-elle supplié, la voix qui flanchait. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Laisse-moi juste entrer. On peut arranger ça. J'ai ouvert la porte juste assez pour la regarder dans les yeux. Ma voix était calme, plate, ferme. Il n'y a rien à arranger. C'est fini. Prends tes affaires et va-t'en. Elle a essayé de passer, mais je l'ai bloquée. Ryan, s'il te plaît. A-t-elle commencé, au bord de la panique. Je l'ai coupée. Non. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu as fait ton choix. Maintenant, assume-le. J'ai refermé la porte. Elle est restée là à crier, à frapper le bois, à supplier, à sangloter. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle pleuré derrière la porte. Tu m'as humilié devant tout le monde. Comment as-tu pu faire ça? Je me suis éloigné. Je n'ai pas regardé en arrière. Finalement, les coups se sont arrêtés. J'ai entendu sa voiture démarrer. Elle est partie. Je me suis assis sur le canapé, dans le noir, à regarder dans le vide, le silence plus assourdissant que tout ce qu'elle aurait pu dire. Les 72 heures suivantes furent un chaos. Mais je suis resté dans l'œil du cyclone. Jessica a tout essayé. Message, appel, email. Un message disait, Ryan, s'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai fait une erreur. Je peux changer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai bloqué sur tout. Téléphone, réseaux sociaux, email. Je ne voulais pas d'explication. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais qu'elle disparaisse. Mais sa famille a pris contact. Linda m'a appelé le lendemain matin, samedi, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Ryan, je suis tellement désolée, a-t-elle sangloté au téléphone. Je ne savais pas. Elle n'est pas celle que je croyais. Sa voix s'est brisée. Mais tu méritais mieux. Tu méritais tellement mieux. Je l'ai remercié pour son appel et j'ai été clair, c'était terminé. Merci d'avoir appelé, Linda. Mais je ne peux pas rester dans ce mariage.
Je vais demander le divorce. Je comprends, a-t-elle chuchoté en retour. Je suis désolé pour tout ça. Robert a envoyé un message plus tard dans la journée. Court et direct. Mais tu as été un bon mari. Elle a tout jeté par la fenêtre. C'est de sa faute. Henri a pris contact dimanche. Son message était de soutien. T'as bien fait, mec. J'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. Si t'as besoin de quoi que ce soit, un endroit où rester, quelqu'un à qui parler, je suis là. Même Émilie, qui avait d'abord tenté de défendre Jessica, s'est tue après que je lui ai envoyé les preuves complètes, relevés GPS, horaires, clips vidéo, capture d'écran des mensonges de Jessica. Elle a répondu des heures plus tard avec seulement 2 mots. Je suis désolé. Pendant ce temps, Jessica s'effondrait. Elle avait temporairement emménagé chez une amie, mais la nouvelle s'était répandue vite. Le lien du direct avait fuité au-delà du groupe familial. Quelqu'un l'avait partagé, probablement Henri ou un cousin, et maintenant les gens de son travail étaient au courant. Les RH s'en étaient mêlés. Jessica et Dave avaient été mis en congé administratif, ce qui, en langage d'entreprise, signifie « nous préparons leur licenciement ». La femme de Dave, Jennifer, a découvert la vérité en moins de 48 heures. Je ne sais pas qui lui a dit. Peut-être quelqu'un de la famille de Jessica, peut-être un collègue, mais elle a su. Elle a immédiatement demandé le divorce. Elle a pris les enfants. Elle a pris la maison. Elle a tout pris. Dave a tenté de me contacter le mardi, 3 jours après le direct. Son email était pathétique, il m'offrait de l'argent, me suppliait de ne pas envenimer les choses. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, il a démissionné et a déménagé à 2 États de là. Sa femme ne lui a pas laissé voir les enfants. Sa réputation était détruite. Il était fini. Les parents de Jessica l'ont déshérité. Robert a dit qu'elle n'était plus la bienvenue aux réunions de famille. Linda a arrêté de répondre à ses appels. Henri était écœuré. Émilie était déchirée, mais au final, elle a pris le parti de la famille. Jessica a été exilée, coupée, seule. Elle a essayé de contacter des amis communs, mais je leur avais déjà dit la vérité. J'avais montré les preuves. Personne n'a voulu s'impliquer. Personne n'a voulu être associé à elle. J'ai engagé les démarches de divorce. J'ai embauché un avocat lundi et déposé la requête mercredi, utilisant les vidéos et les données GPS comme preuve d'adultère. Dans notre État, l'infidélité influence le partage des biens. L'avocat de Jessica a tenté de négocier, mais mes preuves étaient incontestables. Elle n'avait aucun avantage, aucune défense, rien. Le divorce a été prononcé 4 mois plus tard, début mars. Elle n'a rien obtenu. Pas de pension, pas de part de ma retraite, pas droit à la maison, qui était déjà à mon nom avant le mariage. Elle a signé les papiers sans se battre. Elle avait déjà tout perdu. Je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas vanté. J'ai simplement avancé. J'allais au travail, rentrais à la maison, allais à la salle de sport, regardais la télé, dormais. Des amis me demandaient comment j'allais. Ça va, mec? Ça va, je répondais. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Je n'étais pas heureux. Mais je n'étais pas détruit non plus. J'étais juste engourdi. Un samedi après-midi d'avril, après la finalisation du divorce, j'étais assis dans le jardin à boire une bière en regardant le ciel. Mon téléphone a vibré. Un message d'Émilie est apparu à l'écran. Là, elle va très mal. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Je l'ai lu, n'ai pas répondu, et l'ai supprimé. J'ai pris une autre gorgée de bière. La chute de Jessica n'était pas ma responsabilité. Elle avait fait ses choix. Elle avait menti. Elle avait trompé. Elle avait détruit ce que nous avions. Et quand les conséquences étaient arrivées, elle n'avait pas su y faire face. Ce n'était pas mon problème. Je me suis affalé sur ma chaise, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le soleil réchauffer mon visage. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti léger. Cela fait maintenant 6 mois que le divorce a été prononcé. 6 mois depuis que j'ai signé ces papiers et que je suis sorti de ce tribunal en homme libre. Je suis assis dans mon salon un vendredi soir, seul. La maison est silencieuse. Trop silencieuse parfois. Mais c'est mon silence. Sans mensonge, sans trahison, sans faux semblant. Parfois,
je pense à Jessica. Pas parce qu'elle me manque, mais parce que je me demande si elle m'a jamais vraiment aimé, ou si je n'étais qu'une solution de convenance ou une étape temporaire, quelqu'un pour payer la moitié des factures pendant qu'elle cherchait ce qu'elle voulait vraiment. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre ville, changé de travail et coupé les ponts avec presque toute son ancienne vie. Tant mieux. C'est ce qu'elle devait faire. Elle a brûlé tous les ponts. Il ne lui restait plus rien ici. Certaines personnes pensent que je suis allé trop loin. Certains amis communs m'ont traité de cruel. Ils ont dit que je l'avais humiliée inutilement. Je m'en fiche. Elle s'est humiliée toute seule. Je me suis juste assuré que les bonnes personnes le voient. Et honnêtement, je referai tout depuis le début. Parce que l'alternative la confronter en privé, lui donner la chance de mentir, de manipuler, de jouer la victime pendant que je passais pour le mari paranoïaque et jaloux, cela m'aurait détruit plus encore que l'adultère lui-même. Comme ça, j'ai contrôlé la narration. J'avais les preuves. J'avais le pouvoir. Mais le pouvoir ne remplit pas le côté vide du lit. Il ne rend pas la maison moins solitaire. Je ne suis pas amer. Exactement. Je suis juste réaliste. Je sais que la confiance, c'est peut-être quelque chose que je ne donnerai plus jamais complètement. Je sais que la prochaine femme avec qui je sortirai, s'il y en a une, devra accepter que j'ai été blessé, que je serai toujours attentif aux signes. Peut-être que ce n'est pas juste pour elle. Mais c'est la réalité dans laquelle je vis maintenant. Je ne suis pas brisé. Juste prudent, renfermé. J'ai appris que l'amour n'est pas suffisant quand il est construit sur des mensonges. Qu'un partenariat ne veut rien dire quand l'un des deux fait seulement semblant. Et que parfois, la seule façon de se protéger, c'est de brûler le pont avant que quelqu'un ne te pousse dessus. Est-ce que ça en valait la peine? Le direct, l'humiliation publique, la vengeance totale. Je ne sais pas. Cela ne m'a pas rendu heureux. Cela ne m'a pas apporté la paix. Mais cela m'a donné quelque chose, le contrôle. Pendant ces 23 minutes, je n'étais pas la victime. J'étais celui qui tenait les cartes. Et quand elle est revenue à la maison ce soir-là, en pleurs, suppliant, essayant de me manipuler une dernière fois, j'ai pu dire non. J'ai pu fermer la porte. Et cela, d'une manière tordue, ça a compté. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je n'en ai pas honte non plus. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre à la trahison avec ma dignité intacte. Et peut-être que c'est tout ce que n'importe qui peut demander, sans sortir la tête haute, même si c'est pour s'en sortir seul. Je finis ma bière, pose la bouteille sur la table et m'affale dans le canapé. La télé est allumée. Un film d'action que je ne regarde qu'à moitié. Mon téléphone est sur la table basse, l'écran éteint. Personne n'envoie de message. Personne n'appelle. Et pour la première fois depuis des mois, cela ne me dérange pas. Parce que le silence n'est pas vide. Il est propre. Il est honnête. Il est mien. Je pense à l'avenir. Peut-être que je me remettrai à sortir avec quelqu'un. Peut-être pas. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui me fera croire à l'amour à nouveau. Ou peut-être que je me concentrerai simplement sur moi, sur ma carrière, sur mes passions, sur ma paix. Quoi qu'il en soit, je n'attends plus la permission de personne. Je ne demande pas pardon. Je ne cherche pas de conclusion de la part de qui que ce soit d'autre que moi-même. Le film se termine. J'éteins la télévision. La pièce est plongée dans le noir, sauf la lueur du lampadaire à l'extérieur. Je me lève, m'étire et marche jusqu'à la fenêtre. Le quartier est calme. La rue, vide. Quelque part là-bas, Jessica vit avec les conséquences de ses choix. Et ici, je vis avec les miennes. Je ne sais pas si j'ai gagné. Je ne sais pas s'il existe une victoire quand un mariage s'effondre. Mais je sais une chose, je ne me suis pas perdu. Je ne suis pas devenu la victime. Je ne l'ai pas laissé réécrire l'histoire. Et peut-être qu'en fin de compte, c'est la seule victoire qui compte vraiment. Je m'éloigne de la fenêtre, me dirige vers ma chambre et referme la porte derrière moi. Demain, je me réveillerai, j'irai à la salle de sport, j'irai travailler, je vivrai ma vie. Parce que c'est ce qu'on fait quand la guerre est finie. On ne célèbre pas. On ne se lamente pas. On avance, simplement. Et c'est exactement ce que je vais faire. Allongé dans mon lit, je regarde le plafond dans l'obscurité. Ma respiration est calme, mon esprit est enfin, miséricordieusement, silencieux. Pas de regrets, pas de doute,
juste la certitude froide et dure que j'ai survécu. Et parfois, survivre, c'est déjà assez. Commentaire Monsieur Reddit. Dernier point, cette histoire est un rappel brutal que dans les relations, il n'y a pas de bon côté, seulement le côté que l'on choisit de soutenir. L'OP ici a été trahi, humilié et traité comme un idiot. Sa vengeance a été extrême? Sans aucun doute. Mais ceux qui jugent ne sont jamais rentrés chez eux pour un dîner froid et un partenaire menteur. L'OP n'est pas un héros, mais ce n'est pas le méchant non plus. Il est ce qui reste quand la confiance se réduit en poussière et le respect en cendres. Parfois, survivre avec sa dignité intacte exige de jouer dur et il a joué dur. Pour ceux qui soutiennent l'OP, sa victoire n'est pas dans la vengeance, mais dans le fait de ne pas s'être perdu en chemin. Pour ceux qui soutiennent la femme, bon courage pour expliquer ça à la famille, aux amis et aux miroirs.